Bienvenue sur Unis dans la diversité. C'est le rendez-vous de ceux qui adorent la diversité, synonyme de performance, créativité, ouverture à l'autre. C'est l'émission de ceux qui aiment découvrir, se réinventer et apprendre grâce à notre période d'écoute. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois novice ou connaisseur, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur ami du moment. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast Unis dans la diversité qui, je le rappelle, est disponible en version audio et vidéo sur notre chaîne YouTube et en Apple Podcast avec les sous-titrages intégrés pour faire de ce média un média inclusif et accessible à tous et toutes. Et sans tarder, j'ai l'honneur de vous présenter les deux invités experts que nous avons choisis pour animer ce podcast autour de la SEPH et de la RQTH. Donc nous avons l'honneur d'accueillir d'un côté Lucie Kobel-Selam. Alors Lucie, tu es directrice du développement de la plateforme du salon 100% digital Hello Handicap. Un salon qui est aujourd'hui largement reconnu à l'échelle européenne sur le recrutement des personnes en situation de handicap en ligne. Donc c'est un forum qui aujourd'hui bat son plein et permet de fédérer un ensemble d'entreprises et de collaborateurs, de personnes qui recherchent un emploi et qui sont en situation de handicap. Et de l'autre côté, nous avons la joie d'accueillir Virginie Emery. Alors Virginie, tu es responsable des opérations chez Acticea. Acticea qui est une entreprise adaptée qui rayonne sur le plan national pour accompagner les organisations sur le développement de leur politique handicap. Bienvenue à toutes les deux. Et vous le voyez, nous sommes deux personnes absolument formidables. Et nous avons hâte de donner la réponse à nos questions. Alors justement, sans tarder, on rentre dans le vif du sujet. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que la SAEPH et pourquoi et en quoi elle est si importante? Bonjour à tous, merci de l'invitation, je suis ravie d'être là avec vous. Concernant la SEPH, donc SEPH veut dire Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Elle a lieu la 3e semaine de novembre chaque année et clairement c'est un gros coup de projecteur sur le sujet du handicap qui est malheureusement encore trop peu abordé et tabou. C'est aussi l'occasion pour beaucoup d'entreprises de mettre en place des actions en faveur du handicap et par extension d'optimiser leur contribution à GFIP. Merci aussi pour cette invitation. Je suis aussi très contente de partager avec vous sur ces sujets qui me passionnent. Il se trouve que moi, j'ai connu la SEPH tout au début de sa création, donc il y a plus de 20 ans. Et j'y avais participé, donc avec l'ADAPT à l'époque, pour créer la première CVTech de personnes reconnues avec une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés qu'on appelait la Cotorep à l'époque encore. C'est un peu l'observatoire de comment on aborde le sujet dans notre société via le prisme de cette semaine-là. Et en fait, moi, à l'époque, c'était encore un sujet qui était abordé de manière très caritative, très compassionnelle, très paternaliste presque, on va dire. Et j'ai vu évoluer cette semaine d'année en année. Et effectivement, le sujet maintenant est abordé comme on le voit dans les entreprises, dans la société, des sujets qui sont d'actualité, des sujets qui sont mis en valeur pour leur porter pour l'avenir aussi, comme cette année sur l'accessibilité numérique notamment. D'ailleurs, cette année, le thème est l'accessibilité numérique. Que pensez-vous de ce thème? Clairement, c'est un sujet que j'ai pensé à une de nos collaboratrices qui a des difficultés visuelles et pour laquelle, en fait, le numérique est son pire ennemi. Pourtant, aujourd'hui, elle travaille 7 à 8 heures par jour sur un ordinateur et clairement, l'accessibilité, c'est un vrai point délicat. Ça va être une histoire de contraste parfois, de lisibilité de certains sites internet ou certaines plateformes et trop peu aujourd'hui proposent une adaptabilité pour des personnes qui auraient des problèmes visuels, mais pas que, puisque certaines plateformes vont proposer l'audio, d'autres non. Du sous-titrage, voilà. Je pense que c'est bien qu'on le mette en avant puisque au quotidien, moi, je vois certains de mes collègues qui sont confrontés à ces difficultés-là dans notre entreprise et on essaye en interne sur les logiciels sur lesquels on travaille en tout cas d'apporter ces accessibilités-là.
pour le confort de nos collaborateurs. C'est juste dommage que ce soit pas plus largement répandu. Donc c'est bien aussi qu'on ait des podcasts comme le vôtre qui soient aussi sous-titrés en vidéo et en audio. Voilà. Bah, moi, je rejoins complètement ce que vient de dire Virginie. Moi, je dirais aussi que l'accessibilité numérique, c'est une des briques de l'accessibilité en général. On sait bien que la problématique de l'accessibilité, c'est un des principaux freins à l'intégration, à l'inclusion. Moi, tout de suite, je pense aux services publics qui ont beaucoup, beaucoup de progrès à faire. C'est quand même eux qui doivent montrer l'exemple sur tout ce qui est outils de la vie quotidienne pour toutes et tous. Je pense aussi à ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a déjà certains handicaps qui peuvent empêcher d'avoir accès à ce à quoi on devrait avoir accès, mais il y a aussi cette inégalité sur les territoires, en termes d'accès au réseau, aux outils, à l'apprentissage aussi de tout ça. Donc l'accessibilité numérique, finalement, ça rassemble énormément d'autres problématiques qui sont complexes à gérer, mais qui sont indispensables, sinon on rattrapera jamais le retard. Tout le monde en a besoin, qu'on soit en situation de handicap ou pas, en situation d'insertion difficile au niveau professionnel ou pas. De toute façon, ce qui est fait d'un côté va profiter à tout le monde. Comme on le voit avec les podcasts, on le diffuse largement avec sous-titrage intégré, mais parce que ça permet d'offrir d'autres modes d'usage aussi. Donc c'est multi-canal, multi-diffusion. Je suis complètement d'accord avec toi, je le constate depuis toujours. Tout ce qu'on va faire pour favoriser l'accessibilité va servir à tous. Il y a tellement d'exemples qu'on va pas les citer. Et moi, je pense aussi à l'accessibilité numérique pour les personnes qui ont des troubles intellectuels, des troubles mentaux. Il y a l'accessibilité numérique, mais il y a aussi le contenu de tout ce qui va se passer sur les outils digitaux. Et peut-être que le FALC pourrait aussi être intégré dans un certain nombre de supports. Mais d'ailleurs, ça m'amuse toujours parce que généralement, quand on parle d'accessibilité numérique, on s'arrête au handicap, mais en réalité, on s'intéresse aussi aux seniors, aux étrangers, à un public en fait beaucoup plus large que le simple handicap. C'est exactement ça. Du coup, alors, au-delà de l'accessibilité numérique, qui est le temps fort de cette année, vous, personnellement, dans vos organisations, qu'est-ce que vous proposez durant la SEPH, justement ? Alors pour la SEPH, on a plusieurs actions qui sont mises en place chez Acticea. Nous proposons aux entreprises d'organiser un challenge autour du jeu de l'AGFIP, le jeu Handi Poursuite, qui est un jeu gratuit. Cela fait maintenant près de 2 ans qu'on est partenaire de l'AGFIP pour proposer ce challenge. L'idée, c'était d'utiliser un jeu qui fonctionne très bien, de sensibilisation au handicap, et autour de ça, créer un événement d'une semaine, 2 semaines, où on vient proposer des lots à gagner, où on va avoir tout plein de communication pour vraiment engager les collaborateurs à jouer et à se sensibiliser par le jeu. C'est vraiment une technique qu'on apprécie chez Acticea. Nous proposons également des ateliers de sensibilisation. Ce sont des mini-sensibilisations sur la thématique du handicap au travail. Mieux comprendre ce qu'est le handicap au travail. Donc sur 30 minutes, on a aujourd'hui 35 créneaux de proposés sur la semaine du handicap et l'objectif c'est vraiment de dire aux collaborateurs allez-y, 30 minutes c'est rien, allez c'est une pause café un petit peu longue avec un collègue, profitez-en, allez vous sensibiliser, découvrez des choses et toujours autour d'ateliers digitaux pour le coup. Donc on propose en visio avec transcription justement. En plus de ça, nous proposons des actions, on accompagne des entreprises avec le Duo D. Le jeudi de la SEPH, le Duo D, c'est une journée où en fait un collaborateur dans une entreprise va accueillir une personne en situation de handicap pour faire découvrir son métier. Donc c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre, partager quelque chose. Ça peut être des personnes en recherche, c'est souvent des personnes en recherche d'emploi justement. Donc nous allons accompagner ces entreprises à constituer des duos, à venir ouvrir les esprits de certains collaborateurs aussi sur ces thématiques. Donc aujourd'hui, ce sont les actions que nous proposons sur 2023. Et nous, alors Hello Handicap et handicap.fr, sur la SEPH, on fait rien. Puisque nous, on fait toute l'année. En fait, Hello Handicap, c'est plusieurs salons par an. C'est des événements dédiés aussi à certaines grandes entreprises ou structures qui recrutent beaucoup. Par exemple, Paris 2024, le groupe Bouygues, le groupe Clariane, Accor, etc. Et lors de chaque édition, on accompagne de manière très étroite et les recruteurs et les candidats, aussi bien en termes de sensibilisation et plus que de sensibilisation, parce que les recruteurs, on les accompagne dans leur métier, c'est-à-dire celui de recruter. Donc, en participant à un forum comme Hello Handicap, ils se forment aussi
de fait sur le sujet. Et puis après, avec handicap.fr, donc handicap.fr, c'est un média qui compte 10 millions de lecteurs par an. Donc c'est aussi toute l'année une équipe de rédaction qui propose des articles de fond, des interviews, enfin vraiment de tout type de contenu. Et on a aussi développé des supports avec des petites web-séries qui s'appellent Hello Boulot, J'ai un truc à te dire, Hello Boss, handicap.live aussi avec une espèce de YouTube du handicap. Et sur l'édition Hello Handicap d'octobre, on accompagne aussi certains employeurs à recruter exactement comme Virginie et Acticea, leur duo, puisque l'édition a lieu 3 semaines avant. Et donc, on a des employeurs qui profitent de Hello Handicap aussi pour trouver des duos. Et on est partenaire de Duodé depuis l'origine du dispositif, donc on les accompagne aussi sur ce champ-là. Et merci d'ailleurs de ce type d'initiative parce qu'effectivement, la SEPH ne dure qu'une semaine. Et je dis maintenant que je bâtirai de l'année de rire un peu pour le handicap. Mais tu as Virginie de ton côté et que vous faites aussi des choses. Oui, bien sûr. Toutes les actions que nous mettons en place pour la SEPH sont duplicables sur toute l'année. On ne se limite pas à cela, puisque c'est vraiment le discours que nous voulons véhiculer chez Acticea, la thématique du handicap. Il faut en parler un peu tout le temps. Sinon, malheureusement, on a tendance à oublier. Dans les entreprises, il faut rabâcher. Il faut y revenir. Il y a aussi du turnover dans les entreprises, des nouveaux qui arrivent. Donc, c'est à chaque nouvelle arrivée. C'est vraiment un process que nous essayons d'insuffler dans les entreprises que nous accompagnons, de se dire que à chaque nouvelle arrivée, à chaque nouvelle intégration, c'est important de relancer la discussion sur ces thématiques-là. Nous accompagnons d'ailleurs des entreprises dans de la sensibilisation parce qu'ils ont vraiment des grosses périodes de recrutement. Et donc, tous les trimestres, nous organisons des ateliers de sensibilisation pour les nouveaux arrivants, de manière à vraiment, dans leur parcours d'intégration, se dire que ça fait partie d'un tout. La culture de l'entreprise, elle est là. Nous avons mis en place un jour un métier qui, lui, est l'équivalent du Duodé, mais qui se réalise tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas vraiment de moment. Si vous ne faites qu'une action dans l'année, allez-y, ça sera sur la SEPH. Peut-être profiter de ce coup de projecteur. Mais sinon, il faut en parler tout le temps. C'est un sujet de tous les jours. En réalité, c'est pas un sujet d'une semaine dans l'année. D'accord, mais d'ailleurs, le DUED, après avoir discuté avec la personne qui a porté ce sujet au sein du gouvernement d'Ursula Client, elle m'avait expliqué à l'époque que j'étais effectivement toute l'année, et pas seulement pendant la CEPR. Et j'ai la sensation, moi, que au mois de septembre, j'ai vu de plus en plus d'entreprises sur LinkedIn parler des duodais. Alors, je me disais, mais il y a un truc qui va pas, j'ai loupé le coche, j'ai loupé une date. Et en fait, effectivement, c'est mis en place plus régulièrement et c'est bien. Et du coup, au-delà de ces initiatives ponctuelles, Handi Poursuite, un jour un métier, etc., est-ce que vous avez en tête d'autres initiatives portées par vos clients, portées par d'autres organisations ou sur le plan national que vous trouvez géniales? La société KPMG qui a mis en place des sets de table dans la cantine. Pendant la SEPH, vu que c'est une sorte de self avec des plateaux, il y a un petit set de table sur le plateau, tout simplement. Ils ont mis une BD inclusive, qui parle de thématiques, qui parle de la RQTH, de comment se faire reconnaître, qui rappelle les coordonnées de la mission handicap, et de manière très ludique, très simple, avec une petite BD sur un plateau. En réalité, les gens se sont mis à discuter, à parler, on est à table, on regarde, on lit la petite BD, c'est marrant, les images interpellent. Et je trouve que c'est très sympa, ça change. C'est quelque chose qu'on a rarement vu et en fait ça interpelle. Parfois des petites choses peuvent aussi faire la différence. Et j'ai trouvé cette initiative très sympa. Alors ouais, des initiatives exemplaires, moi j'en vois depuis une vingtaine d'années. Évidemment, les besoins et les attentes ont évolué, mais c'est vrai que le dénominateur commun, c'est d'arriver par la sensibilisation à choisir les bons messages, dédramatiser complètement le sujet et le tourner de manière positive. En gros, on va dire qu'est-ce qui est possible de faire plutôt que qu'est-ce qui est pas possible de faire. Le fait aussi de toucher l'ensemble des salariés, et ça c'est le plus compliqué, parce qu'en fait on remarque que dans les événements de sensibilisation, la plupart du temps on va organiser des choses qui vont faire venir des personnes déjà concernées, qui ont une appétence déjà pour le sujet, et on va avoir du mal à toucher ceux qui ne se sentent pas concernés alors qu'ils pourraient l'être et qu'ils le sont. Mais ce que je dirais au-delà de ça, selon aussi le secteur d'activité de l'entreprise, selon les métiers qu'elle recrute, selon la culture de l'entreprise, le niveau de maturité de l'entreprise, l'engagement du top management ou pas. Enfin, tout ça, il y a des clés de succès qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. En fait, le dénominateur commun aussi que je remarque, c'est que plus le top management est impliqué, quelle que soit la taille de l'entreprise, le secteur, là où il est, ce qu'il fait, son métier, plus ça fonctionne.
Pourquoi aussi je voulais revenir sur la SEPH et le DuoD, c'est que tout ça, c'est des initiatives qui sont top, hein, qui permettent, comme disait Virginie, de mettre des coups de projecteur avec une mobilisation de beaucoup d'acteurs en France. Cela dit, je constate aussi qu'il y a encore des entreprises qui ne font des choses qu'à ce moment-là. C'est bien, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que vraiment ça va infuser le sujet? En fait, en gros, si la politique handicap n'est pas intégrée dans la stratégie de l'entreprise, dans toutes les strates de l'entreprise, aussi bien en RH que marketing, que stratégie, que partenariat, etc., ça marche pas. Donc en gros, c'est toute l'année ou rien, en fait. C'est voilà. La SEPH peut permettre de mettre en lumière des initiatives exemplaires, de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans l'année pour plein de raisons. Et voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Absolument d'accord. Et d'ailleurs, personnellement, ma vision de la CEPH, c'est de dire qu'en réalité, c'est une semaine pour faire le focus sur toutes les initiatives qui ont été déployées pendant l'année. Comme ça, on est sûr d'avoir une bonne patiente dans la politique de communication de l'entreprise, des médias et au niveau national, tous en même temps, pour montrer que finalement, c'est bien ce qui est important. Mais en réalité, je suis complètement d'accord. Il doit y avoir des initiatives à valoriser toute l'année. Et d'ailleurs, tu me permets de rebondir aussi sur un petit point que je t'ai évoqué avec toi, c'est que au-delà de cette SEPH, nous avons évidemment des collaborateurs en situation de handicap dans les entreprises. Et pour eux, le Graal, en général, c'est d'avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est-à-dire la RQTH. Et j'aimerais bien savoir quels sont les avantages pour les personnes en situation de handicap et pour les entreprises. La RQTH, c'est un grand sujet. Déjà, il faut pas oublier qu'il y a un peu plus de 15 ans, avant la loi de 2005, les personnes qui avaient une reconnaissance, c'était les personnes donc cotorep. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais le mot cotorep, c'était extrêmement péjoratif à l'époque. Une personne un peu débile, on l'appelait, elle est cotorep. Et mine de rien, ce mot-là a laissé des traces. Heureusement que la loi 2005 a enlevé ce mot-là parce que finalement, ça, évidemment, ça représentait pas du tout la réalité. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la RQTH, d'abord, c'est quelque chose qui est anonyme, qu'on peut dire ou pas à son employeur. La RQTH, c'est pour moi en fait une espèce d'assurance pour l'avenir. On peut ne pas en avoir besoin à un moment T, mais en fonction de comment va évoluer sa situation de santé, sa pathologie, sa maladie chronique, etc., on pourrait en avoir besoin à un moment donné. La RQTH, en théorie, ça donne accès à un certain nombre d'aménagements, d'accompagnement de la part de son employeur pour pouvoir occuper son poste dans de bonnes conditions comme n'importe qui d'autre. La RQTH aujourd'hui, c'est un vaste sujet, moi, qui me passionne. La problématique de la RQTH, pour moi, c'est la notion d'acceptation. Deux personnes qui vont avoir le même type de pathologie. Il y en a une qui va totalement l'accepter, même si, entre guillemets, elle est moins lourde en termes de conséquences que l'autre, alors que l'autre va pas du tout l'accepter et va dire, mais moi, je suis pas handicapé. Voilà. Donc, il y a toujours une notion d'étiquetage avec cette RQTH. Beaucoup d'idées reçues autour de ça. Et la notion d'acceptation, aussi bien du côté employeur, entreprise, que du côté personne, candidat, c'est essentiel. Et on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, à tous les niveaux de la société, que ce soit dans l'accompagnement dans les soins, à l'école, pendant les études, dans la société en général, et bien sûr aussi chez l'employeur. Effectivement, je suis complètement alignée avec ce que tu partages, Lucie. Hein. Effectivement, c'est cette dualité autour de la RQTH hein, qui porte un petit peu le prisme d'avant sur la cotorep, etc., et qui a du mal un peu à évoluer aux yeux des personnes et puis des entreprises. C'est un peu comme un pass et qui, avant tout, pour moi, permet d'anticiper, de prévenir et puis de lâcher la pression parce qu'on sait qu'on peut l'activer ou pas. C'est un peu une clé à soi de voir comment on veut l'activer et en fonction de l'entreprise qu'on a en face de nous, de dire j'y vais pas et qu'est-ce que je demande pas. Et justement, Lucie, hein, toi tu as un parcours personnel au sujet de la RQTH. Au regard de ce que tu as communiqué justement avec l'obtention de ta RQTH, tu l'as a priori vécu comme une victoire. C'est comme ça que tu l'as présenté. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une longue histoire. En fait, j'ai commencé, moi, à consulter à mes 20 ans pour notamment des crises de panique, etc. Il se trouve que j'ai un frère aîné qui est schizophrène et donc du coup, j'avais très peur de m'avouer que j'avais aussi une problématique parce que j'avais été traumatisée par l'hospitalisation, par la violence en fait de la maladie. Au fur et à mesure du temps, donc j'ai été accompagnée, j'ai travaillé sur moi là-dessus, dans l'acceptation justement.
Et puis surtout, j'ai un engagement qui s'est développé dans les sujets de santé mentale et de handicap psychique, où j'ai accompagné la création de très beaux projets en France. Et de me confronter en fait à ces sujets-là, ça m'a permis moi de plus accepter ce que j'étais, ma différence et ma fragilité quelque part. Et plus je me suis engagée, en gros. Donc j'ai eu la chance de faire des choses passionnantes et déjà de faire un premier coming out dans une conférence TEDx que j'avais faite. Et puis il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai eu la chance de faire un bilan d'évaluation dans un centre expert à Bordeaux, donc un centre expert de troubles bipolaires. Et j'ai eu enfin, au bout de 26 ans de soins, un diagnostic. Un vrai diagnostic qui s'appelle en fait l'hyperthymie. Donc c'est une forme de trouble bipolaire atténué. Une équipe formidable avec un psychiatre extrêmement moderne. Et donc du coup j'ai un traitement maintenant qui est complètement adapté à ce trouble-là. Donc ça m'a sauvé la vie, vraiment. Et j'ai dû attendre l'âge de 46 ans pour que ça arrive. Demander la RQTH, c'était aussi faire un petit peu un pied de nez aux psychiatres que je voyais avant et qui me disaient mais non, on va pas vous faire demander la RQTH, vous n'allez pas avoir une étiquette d'handicapé sur la tête. Et donc j'ai fait cette demande et dans le dossier de demande de RQTH, on demande d'écrire un petit projet de vie. Et dans ce cadre projet de vie, j'ai dit mais en fait, j'ai pas besoin de cette RQTH. J'en ai pas besoin parce que je travaille à mon compte depuis des années, que mon poste de travail, je l'ai adapté toute seule, que je suis très bien aujourd'hui dans mes conditions de travail, mais que je demande cette RQTH parce que c'est une reconnaissance pour moi. C'est une reconnaissance de tout un parcours. C'est la reconnaissance de la capacité à s'accepter et à faire de cette différence et de cette fragilité une vraie force. Donc en fait, je leur dis, si vous me la donnez, ça veut dire que vous reconnaissez mon parcours. J'ai fait ça, c'est un peu caricatural, mais c'était un peu un texte comme ça. Et 2 mois après, j'ai reçu ma notification d'acceptation de ma RQTH à vie dans un post sur LinkedIn que j'ai fait pour l'annoncer parce que je me suis dit, il faut que je montre l'exemple. Je peux pas dire, il faut demander cette RQTH si moi, j'en parle pas de manière positive. Et en fait, j'ai expliqué ce que j'ai ressenti quand j'ai ouvert le courrier avec cette réponse, avec une espèce d'excitation et le cœur qui bat, comme si j'attendais les résultats d'un examen hyper important. Et en fait, j'ai ouvert ce courrier et j'ai eu une sensation extrêmement paradoxale parce que d'un côté, c'était une victoire, c'est-à-dire on reconnaît mon parcours, c'est comme si j'avais eu mon procès et qu'on me disait mais oui, entre guillemets, vous avez été victime de quelque chose et bravo parce que vous vous en êtes sorti, quoi. Et puis d'un autre côté, je me suis dit ça y est, j'ai une reconnaissance, j'ai un papier, j'ai une notification, mais c'est pas ça qui me définit. Et finalement, je me suis dit mais en fait, je rentre dans un club hyper select et je suis hyper fière de ça. Et c'est derrière tout ça, il y a la notion d'acceptation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent la RQTH, mais qui se disent maintenant que j'ai la RQTH, j'ai tous mes droits. Et ces gens-là, on le voit sur Hello Handicap, ils mettent seulement leur handicap en avant. Donc en gros, s'ils sont pas retenus après un entretien, c'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas été bons, c'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas de projet professionnel, c'est parce qu'ils sont handicapés. Alors oui, il y a de la discrimination, bien sûr, mais il y a aussi des candidats, des personnes qui portent ça comme un étendard qui leur donne accès à tout. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Merci beaucoup, Voilà c'est pour vraiment l'histoire. très intéressant comme témoignage. Donc, tu as exprimé un certain nombre de choses, à la fois le regard qu'on se porte par rapport au handicap, le regard que l'extérieur de notre vie professionnelle peut porter sur nous. On a aussi ce rapport paradoxal au handicap, parce qu'on peut tout à fait complètement l'accepter pour soi-même, mais par rapport aux autres, ne pas savoir comment gérer. C'est vraiment incroyable parce que le parallèle, ce que tu racontes, Lucie, cette histoire qui est la tienne, hein, ce parcours du combattant, pour déjà avoir ton diagnostic, se battre avec la médecine parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à avoir ce diagnostic. Et malheureusement, tant qu'on n'a pas ce diagnostic, on ne pourra pas faire cette démarche et avoir cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Déjà, on se bat avec la maladie, avec une problématique, et en plus, on doit se battre avec la médecine, qu'on accompagne des collaborateurs, on a des consultants chez nous qui viennent aider à constituer les dossiers, et on voit ces parcours de vie qui sont vraiment similaires aussi aux tiens parfois. Et en fait, on se bat parce que les gens sont découragés, parce que le médecin leur a dit « Non, mais vous, de toute façon, vous n'êtes pas handicapé, laissez tomber, vous êtes juste malade. » Oui, mais si ma maladie, elle m'impacte au travail, alors je peux y avoir droit. C'est la définition même. Moi, j'ai croisé personnellement un cardiologue qui n'avait aucune idée de ce qu'était la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Quand j'ai expliqué ce que je faisais comme métier et que j'ai expliqué que potentiellement il avait des patients qui pouvaient venir,
«Ah non, mais ça de toute façon, non, non». Enfin, en gros, je me rabaisse pas à remplir un dossier, je me rabaisse pas à faire un certificat médical, et pourtant on a tellement besoin de ça. Vraiment, de savoir que oui, c'est un parcours compliqué, et de savoir aussi qu'on peut être aidé. C'est important de partager son expérience, parce que de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls, que beaucoup de gens traversent aussi les mêmes difficultés, qu'aujourd'hui, on peut être accompagné dans les entreprises. Alors, dans les plus grosses entreprises, c'est vrai qu'il va y avoir des référents handicap, des missions handicap. Ce sont vraiment des interlocuteurs privilégiés qui sont là pour aider les collaborateurs à monter leur dossier. Pour certaines entreprises comme Acticea qui accompagnons d'autres entreprises, on a des consultants qui sont donc externes. Il y a ce côté aussi confidentiel. J'ose pas trop en parler dans mon entreprise, je sais pas à qui m'adresser. Bon, du coup, l'entreprise met en place des choses, donc il faut pas hésiter pour en parler, déjà décharger émotionnellement, parfois ça fait du bien. Être aidé, sentir qu'on a une écoute, sentir qu'on nous prend un peu par la main pour nous donner les étapes à suivre. Il y a la médecine du travail qui a aussi un rôle à jouer là-dedans, il faut pas l'oublier. Les assistantes sociales, les MDPH, Maisons départementales pour l'emploi des personnes handicapées. Voilà, elles peuvent vraiment aider. Il faut vraiment pas hésiter, en fait, à aller à la pêche, aux ressources, à se faire aider. C'est hyper important. C'est qu'en fait, c'est tellement dévoyé par ce H du handicap et tellement enfermant par rapport aux stéréotypes préjugés que je suis sûre qu'on remplacerait handicap par maladie, point, la maladie ou la santé dans l'entreprise, alors ça ouvrirait des portes à tout le monde. Et en fait, c'est toute cette clé de recomprendre qu'est-ce que le handicap, y compris par la médecine du travail, par les médecins, les spécialistes, les managers, les personnes soi-même concernées. Parce que oui, j'ai un diabète. Ah non, non, mais je suis pas concernée par le handicap. Ce que je dirais pour rebondir ce que tu viens de dire, Aurélie, et que pareil, ça c'est un sujet qui revient beaucoup, c'est qu'en fait on ne devrait plus parler du mot handicap parce qu'on a vu que culturellement, historiquement, c'était encore très peu assumé. Moi, je parlerais plutôt de besoins spécifiques. C'est-à-dire qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie, des besoins spécifiques, plus ou moins récurrents, de manière plus ou moins linéaire, mais finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qu'on va faire pour quelqu'un, ça va servir aux autres, à beaucoup d'autres. Et donc les besoins spécifiques, dire j'ai des besoins spécifiques, que ce soit en aménagement de poste, que ce soit en horaire de travail, que ce soit en télétravail ou pas, je peux travailler ou pas en open space. Et ça, finalement, on en a tous. Et peut-être qu'il faudrait avoir une approche globale auprès des collaborateurs sur ces besoins spécifiques. Il y a, par exemple, on a des entreprises, on va tout faire pour réduire le bruit. Ben, il y en a qui, dans le silence, ils sont pas forcément efficaces. Ils ont besoin d'animation. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Donc, alors oui, faire du sur-mesure, c'est pas forcément simple parce qu'il faut remettre en cause beaucoup de process, beaucoup d'habitudes, etc. Mais pour moi, la base de la performance et sociétale et économique, elle est là. Et il faut absolument qu'on abandonne ce mot handicap. Moi, je pense que ça devrait être une des futures politiques sur ces sujets-là. Dans nos communications, c'est vrai que chez Acticea, on enlève ce mot handicap parce que des personnes qui ne s'identifient pas comme étant handicapées ou en situation de handicap vont du coup ne pas se reconnaître dans la communication qu'on va faire passer. Donc très souvent, on parle d'état de santé parce que c'est ça en réalité. C'est un état de santé qui m'impacte dans mon travail. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce que l'une de mes propositions, c'est aussi de modifier le nom mission handicap. Parce qu'en réalité, ça pourrait être tout à fait une mission accessibilité. Donc, on peut tout à fait temporairement avoir besoin d'aménagement de poste, par exemple, personne qui a eu un accident, qui a eu mal au dos, etc. Là, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en place pour le confort des personnes, sans forcément avoir une étiquette qui ne fait pas forcément plaisir à porter. Et d'ailleurs, Virginie, au-delà de l'aspect étiquette liée au handicap, quelles sont d'après toi les autres raisons il faut que certains collaborateurs ne veulent pas entendre parler de la QTA, soit parce qu'ils ne le pas et ne la veulent pas, soit parce qu'ils l'ont mais ne veulent pas communiquer sur le sujet. Il y a beaucoup de freins, beaucoup de préjugés. Clairement, c'est le regard des autres déjà. Alors pour faire cette démarche, il faut déjà accepter son propre handicap, on en parlait, donc il y a l'acceptation de son handicap. Il y a toute cette démarche déjà pour avoir cette reconnaissance. Et une fois qu'on a fait tout ce travail-là, il y a l'acceptation aussi du regard des autres. On sait parfois pas comment en parler, comment dire les choses. Donc être accompagné, avoir des intermédiaires dans l'entreprise, parfois des médiateurs sur le sujet, c'est hyper important. Avoir ce côté management bienveillant aussi, c'est important. On a plein d'idées reçues comme si je déclare ma RQTH, je ne vais pas avoir mon crédit immobilier.
chose inconcevable, ça n'a rien à voir, ça n'est pas lié. Et pourtant, c'est des choses qui ressortent. Nous, on le voit dans nos ateliers de sensibilisation qu'on peut faire. On a des petits groupes de parole. Et souvent, les freins qui vont sortir, les gens, on les voit marquer ça. On leur dit, ben non, ça n'a pas de lien. Mais la RQTH, c'est un statut administratif qui n'a rien à voir avec votre crédit immobilier. Donc, il y a un amalgame aussi de plein de choses. Parfois, ça va être, ben, j'aurai pas ma promotion. Si j'en parle, on me donnera pas ma promotion, on va penser que je suis moins capable qu'eux. Alors que pas du tout. Et c'est malheureux. Alors peut-être que oui, il y a encore des entreprises où c'est le cas. On n'est pas dans un monde de bisounours, donc certainement. Mais de plus en plus d'entreprises aujourd'hui sont ouvertes sur ces sujets-là, mettent en place des actions et ont un management bienveillant, ouvert, inclusif. Ça contribue à faire rayonner des entreprises, d'être ouvert sur ces sujets de diversité, d'inclusion. Donc si à côté, il n'y a pas d'action concrète en interne, ça s'effondre et ça se sait très vite. Tout est à leur intérêt s'ils prônent en tout cas cette politique de mettre en place des actions, d'accompagner les collaborateurs. On a des entreprises qui mettent en place des ambassadeurs. Donc ce sont des salariés qui sont en situation de handicap et qui vont être un peu l'image, les porte-drapeaux de l'entreprise qu'on va peut-être citer comme exemple dans leur parcours, qui vont peut-être intervenir. Il y a des mini-vidéos dans certaines entreprises qui tournent avec les collaborateurs qui parlent de leur parcours, leur expérience au sein de l'entreprise et en dehors. Donc, il y a plein d'actions comme ça à mettre en place pour venir, là encore, libérer la parole, en parler en interne, lever ces préjugés et ces tabous pour que les collaborateurs se sentent plus en confiance et ensuite puissent aller en parler. C'est vraiment une question d'environnement aussi. Il faut que j'ai un environnement bienveillant, que j'ai un management bienveillant, et je serai en confiance pour aller parler de tout ça. Et même si je le suis pas, j'ai pas obligation de le faire. C'est vraiment ça aussi qu'il faut se mettre en tête. C'est que c'est ma démarche à moi, je la mets en place. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aménagement, c'est pas grave. Je le fais pour moi avant tout. Tout à l'heure, on parlait de cet avantage, j'utilise ou pas. Moi, j'aime bien parler de joker dans ma manche. C'est mon petit joker. Je l'ai là, il est là, et je l'active ou je l'active pas. Je le pose sur la table ou pas. Si à un moment donné, mon état se dégrade, si j'en ai besoin, et beaucoup de personnes qu'on va accompagner nous disent, ça fait des années que je vis avec le handicap, j'ai jamais eu d'aménagement, j'en ai jamais eu besoin. Et aujourd'hui, je sais que je n'aurai pas besoin d'aménagement. Donc, à quoi bon faire une RQTH? Et c'est difficile parce qu'on se retrouve face à des gens, on se dit, mais oui, ok, ça va pas changer considérablement votre vie, c'est sûr. En attendant, si demain, ça va plus, vous serez content d'avoir fait cette démarche qui peut être longue. Alors Lucie, toi, ça a été hyper rapide. En 2 mois, tu as obtenu ta RQTH, mais la moyenne en France, c'est quand même 9 mois pour obtenir une RQTH. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui viennent décourager certaines personnes. Mais il faut être réaliste, il faut être conscient de ça. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'être accompagné dès le départ pour que la démarche, on la fasse bien du premier coup et qu'elle aboutisse dans la majorité des cas sur un accord en fait et l'obtention de cette RQTH. Et un point aussi important, je voulais vous le mentionner, je me l'étais noté, on a accompagné des entreprises dans les DOM-TOM et on a d'autres freins dans ces régions-là parce qu'on se retrouve face au handicap et vu comme le mauvais œil. Il y a des histoires de croyances aussi. On a vraiment ces croyances populaires qui viennent mettre un énorme frein parce qu'on va très mal voir le côté handicap en fait. Si la personne montre un handicap, elle est faible, elle va apporter le mauvais œil à la famille, à l'entreprise et c'est très difficile d'aller déconstruire ça. On part de très très loin quand même par rapport à nos cultures en France métropolitaine en tout cas. Donc voilà, il y a vraiment ce travail de déconstruire toutes ces idées reçues et puis parfois ces croyances aussi. C'est tout un cheminement personnel, hein, c'est un processus. Et je pense que le rôle des entreprises, c'est aussi d'accepter ce processus individuel qu'il faut prendre du temps pour comprendre que ça va m'apporter, que je suis prêt à faire ou pas. Et c'est vraiment une question pour moi de posture vis-à-vis de soi-même avant tout. C'est de se dire, mais qu'est-ce que je veux pour moi? Et effectivement, peut-être pas attendre la dernière minute, parce qu'effectivement, dans une logique de prévention, d'anticipation, ça risque d'être trop tard au regard des 9 mois d'obtention de la RQTH, mais c'est justement de s'intégrer dans cette dynamique qui va complètement en ligne avec l'acceptation de soi à soi. Et puis, il y a, en lien avec ce que tu disais, Lucie, tout à l'heure, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est cette importance pour les salariés en situation de handicap, enfin les personnes en situation de handicap, c'est de savoir parler de son handicap.
C'est de pas dramatiser, c'est de pas en faire un gâteau avec une énorme cerise dessus en disant c'est la cerise sur le gâteau et recrutez-moi ou je suis le meilleur parce que j'ai un handicap. Non, ça sonne tellement faux. C'est juste rester dans le juste et rester dans le vrai de qui on est avant même d'être en situation de handicap. C'est ça c'est qui on est avant tout, puisque le handicap ne nous définit pas, il fait partie de nous, mais quelque part, voilà, c'est quelque chose, une composante en plus, c'est tout. Et par ailleurs, que je trouvais intéressant également, c'est la capacité de l'entreprise à incarner le discours qu'elle va porter. C'est-à-dire qu'on a énormément d'entreprises qui sont très ouvertes à la diversité, avec des discours très positifs, des valeurs absolument magnifiques, mais qui, au niveau de la direction ou des postes à responsabilité, ne démontrent pas que, effectivement, en termes d'évolution de carrière, on peut quand même réussir avec une situation de handicap ou une maladie. Et pour avoir la chance d'intervenir régulièrement au comité de direction, dans des clubs de dirigeants, etc., je peux vous dire que France, il y a énormément de personnes avec des statuts sociaux, donc des postes de direction, des postes de management, etc., qui sont elles-mêmes en situation de handicap, mais qui ne le mentionnent pas parce qu'elles ont elles-mêmes peur des conséquences que ça pourrait avoir en termes d'évolution de poste ou en termes d'évolution au sens plus large avec le vieillissement et la problématique des génères. Justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Virginie, parce que tout ce que expliquait Virginie, l'autre, d'Actisser, sur l'acceptation, le fait de demander sa RQTH, tout le parcours de ça. Encore une fois, si le top management dans une entreprise n'est pas impliqué et exemplaire, à commencer par dire quand ils sont concernés, ça marche pas. Parce que le gros souci, c'est que les recruteurs et les missions handicap font un super boulot. Ils retiennent énormément de candidats après les entretiens et qui ont des parcours et des profils hyper intéressants, qui sont sélectionnés. Et en fait, ça coince au moment de l'entretien après avec les managers. Parce que le manager, on lui demande d'aller vite, on lui demande de recruter des gens qui sont tout de suite opérationnels, où il n'y a surtout pas besoin d'aménager quoi que ce soit, où les équipes à côté, il faut qu'ils s'intègrent très vite. Donc il y a des freins ici très forts. Et si ça vient pas d'en haut, si on dit pas au manager, écoutez, cette année, même s'il faut faire de la discrimination positive entre guillemets, il faut que vous comptiez dans vos équipes au moins 6% de travailleurs handicapés. On aura beaucoup de mal à avancer rapidement, en tout cas. Heureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui font ce travail de formation et entre guillemets, d'obligation, mais il y a encore beaucoup de boulot. Alors justement, là, pour terminer le sujet, finalement, quel conseil vous donneriez aux managers pour aider un collaborateur qui est en situation de handicap, en cours de parcours ou tout simplement nouvellement recruté? Moi, je dirais déjà d'en parler avec la personne. Si la personne, on sent qu'elle veut pas trop en parler, mais qu'elle est en difficulté, ne pas hésiter à la dialoguer avec elle sous le prisme du poste de travail, en restant toujours dans le travail. Et puis ensuite, lui proposer, si elle est d'accord, d'en parler avec l'équipe et d'en parler comme entre collègues, en expliquant les choses. Et là encore, on revient aussi à l'acceptation, parce que tant qu'on n'a pas accepté, on peut pas en parler. Ouais, j'ai eu l'exemple, moi, d'une entreprise où un nouveau collaborateur était arrivé, faisait des crises épileptiques et du coup, il souhaitait pas forcément parler de son problème, sauf que s'il avait une crise au milieu du bureau, ça pouvait aussi interpeller, créer des angoisses pour ses collaborateurs et d'un commun accord avec la direction, ils ont décidé de mettre en place une mini formation sur les gestes à adopter, c'est quoi l'épilepsie et les bons gestes à avoir et au final, il était pas trop pour. Et puis, il s'est laissé embarquer par le projet et ça l'a mis un peu en avant. Il a pu parler de ses problématiques et ça a dédramatisé énormément de choses, en fait. Parler, échanger, c'est vraiment la base. Il faut parler de ces choses-là, il faut pas avoir peur, il faut pas qu'il y ait de quiproquos, de malentendus. Il faut libérer la parole, hein. C'est l'AGFIP, un de ses conseils, hein, c'est ça, hein, c'est briser la glace, c'est aller au contact. Alors, faut s'en sentir prêt, faut pas forcer les gens. Vraiment, il faut les accompagner, mais s'ils le souhaitent, c'est vraiment les collaborateurs, les meilleurs ambassadeurs pour aller parler de leurs problématiques et expliquer quels sont leurs problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables, ça veut juste dire qu'ils font les choses différemment.
Un grand merci à toutes les deux. Merci aussi à toi Virginie hein, pour ces éclairages autour de la SEPH et de la RQTH, deux acronymes hein, qui nous accompagnent pour cette fin d'année, pour les entreprises, pour les particuliers, les salariés, les collaborateurs. On est tous concernés, handicap ou pas. Et je crois que du coup, on fait notre œuvre, chacun à notre niveau, chacun à notre manière. Donc continuons et œuvrons tous ensemble. Donc merci encore à tous pour vos lumières. Merci également pour votre générosité, votre dynamisme, toutes ces clés que vous avez partagées avec nous, que nous allons garder avec grand soin. C'est la fin de cette très belle chose. J'espère que tout le monde a passé un très joli moment. Et à très bientôt pour la suite.